Patrice Talon a arrêté des officiels nigériens qui étaient venus au Bénin s'assurer de la bonne livraison du pétrole brut qui va du terminal de Koulélé au Niger, notre terre africaine bien-aimée, jusqu'au port en eau profonde sur l'océan Atlantique de Sémékodji, dans notre belle terre africaine du Bénin. Patrice Talon a fait procéder à l'arrestation d'une délégation d'officiels nigériens, inspecteurs de l'exploitation pétrolière nigérienne, qui devait s'assurer que le second bateau venu transporter le brut nigérien vers le marché international reçoit bel et bien la cargaison en partie de Koulélé vers Sémékodji dans les meilleures conditions. On peut se poser la question de savoir, mais pourquoi Patrice Talon a-t-il fait procéder à l'arrestation de la délégation des officiels béninois, des officiels nigériens, travaillant au bon acheminement du pétrole brut, conformément aux accords datant de 1998, si je ne m'abuse, entre le Bénin et le Niger. Pourquoi fait-il cela? On se pose cette question d'autant plus que de très fraîche mémoire, on se souvient qu'il y a à peine une semaine, le ministre béninois des Mines et du Pétrole était reçu au Niger par son homologue nigérien et transmettait au gouvernement du Niger une lettre du président béninois Patrice Talon. Pourquoi le ministre béninois des Mines et du Pétrole n'a-t-il pas été arrêté et incarcéré au Niger? Et pourquoi les officiels nigériens sont arrêtés et incarcérés au Bénin? C'est la question qui se pose ce soir. Et je pose cette question devant l'Afrique continentale, les diasporas africaines, nos amis européens, asiatiques, américains, devant vous tous dans les îles de l'océan Indien et de l'océan Pacifique, parce que j'ai vu que on tentait de répondre de manière superficielle à cette question dans plusieurs réseaux sociaux. On tentait d'y voir simplement une saute d'humeur de l'individu Talon, dont on sait très bien que c'est un impulsif de première. Moi, je n'y vois pas une saute d'humeur de Patrice Talon, l'actuel président du Bénin, qui, comme vous le savez, sera talonné jusqu'à son étalement. Ce n'est pas une saute d'humeur de Talon qui explique tous les obstacles qu'il fait à l'exportation du pétrole brut du Niger. Ce n'est pas une saute d'humeur. Et je vais le démontrer par cette émission. De telle façon que vous compreniez qu'il s'agit du fait pour Patrice Talon d'assumer son rôle dans le duel géopolitique et géostratégique qui est imposé par la mafia de la France-Afrique, par le néocolonialisme français, par l'impérialisme occidental, à l'ensemble des pays de l'Alliance des États du Sahel et à l'ensemble des individualités souveraines que l'Afrique compte sur son continent comme dans les diasporas. Il s'agit d'une véritable bataille géostratégique et géopolitique. Je vais vous le montrer selon la méthode du docteur des preuves que vous soutenez maintenant par millions à travers le monde. Alors, si ce projet vous agrée, vous êtes presque 2000 personnes sur YouTube. N'oubliez pas de partager 2000 fois cette émission. Vous êtes bientôt 1000 personnes sur Facebook. N'oubliez pas de la partager 1000 fois au moins. Vous serez bientôt 1000 personnes sur TikTok, Franklin Nyamsi ou à Cameroun. N'oubliez pas de partager autant que vous êtes cette émission afin que le continent africain, les diasporas, nos amis d'Europe, d'Amérique, d'Asie sachent que nous savons que Talon n'est que l'avant-garde d'un projet d'agression qui date de plusieurs décennies contre l'Afrique et dont le Sahel, tout comme le golfe de Guinée, tout comme la région des Grands Lacs, le grand bassin du Congo, sont des théâtres opérationnels calculés d'avance.
par les organisations et les puissances impérialistes d'Occident et du Moyen-Orient. Alors, sans plus tarder, je vous donne le plan de ma démonstration. Premièrement, nous allons écouter les deux points de vue. Le point de vue béninois et le point de vue nigérien sur l'arrestation des officiels nigériens au Bénin. Le point de vue béninois, entendez par là le point de vue du régime de Patrice Talon, que je ne confonds pas du tout avec le peuple béninois. Le point de vue béninois est donné par le procureur de la République de Cotonou, qui s'est exprimé sur les réseaux sociaux. Et le point de vue nigérien est donné par la radio-télévision du Niger, l'une des plus aimées des Africains, qui a donné la parole au ministre nigérien de la Justice, lequel a communiqué sur le scandale de cette arrestation. On écoutera les deux points de vue. Je donnerai ensuite mon analyse des enseignements des deux points de vue. Ça, ce sera l'objet de la première partie. Dans la deuxième partie, je vais montrer pourquoi je suis convaincu que cette arrestation n'est pas une simple saute d'humeur de Patrice Talon, mais la mise en œuvre d'un plan de paralysie, d'asphyxie, un plan de containment, un plan d'empêchement, un plan d'obstruction géopolitique, géostratégique contre le Niger, par extension contre l'AES, par la France-Afrique et par l'impérialisme de l'OTAN. C'est ce plan-là que nous allons évoquer dans la deuxième partie de cette émission, après quoi nous allons pouvoir conclure sans difficulté. De telle façon que nul ayant écouté cette émission ne reparte avec l'opinion que c'est simplement une saute d'humeur de Talon qui s'est manifestée par l'arrestation des officiels nigériens. Non, ce n'est pas une saute d'humeur. C'est un acte qui est posé dans le cadre d'un plan. Alors, nous allons le démontrer à présent, sans plus tarder. Commençons par le premier point, parole aux officiels des deux pays, c'est-à-dire aux représentants des deux régimes au pouvoir. Je commence par le régime du Bénin et je donne la parole au procureur de Cotonou, au Bénin, qui s'est exprimé. Il va s'exprimer devant vous pour donner sa version de l'acte de Talon. Je lui donne la parole. Le 5 août 2019, la République du Bénin a conclu avec la société West African Oil Pipeline, en abrégé WAPCO, un accord relatif à la construction et à l'exploitation d'un système de transport des hydrocarbures par pipeline. Cet accord qui vient à la suite 2019. de diverses conventions passées avec la République du Niger, L'accord définit les conditions de construction et d'exploitation du pipeline devant permettre l'acheminement vers les marchés internationaux du pétrole brut du Niger par les côtes béninoises. Le 3 juin 2024, le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines de la République du Bénin a confirmé à l'administrateur général de WAPCO Bénin l'engagement. Pardon. J'augmente le volume. La partie béninoise a respecté les accords conclus, mais a clairement indiqué que pour des raisons de sécurité, elle procéderait de manière encore plus avisée à la vérification de l'identité des personnes devant accéder au site. Dans la soirée du mercredi 5 juin 2024, des informations de sources dignes de foi qui me sont parvenues ont fait état de ce que des personnes se sont frauduleusement introduites sur le site de la station terminale de WAPCO, Bénin, à Sémépodi. Des investigations menées sur place. Il ressort ce qui suit. 5 ressortissants nigériens se sont introduits sur le site sans décliner leur identité. Au lieu d'emprunter l'entrée principale et de s'enregistrer à la guérite,
Ces personnes ont préféré utiliser une entrée dérobée située à l'arrière du site. Dans cette manœuvre, elles ont bénéficié de la complicité de l'administrateur général de WAPCO Bénin, qui a pourtant reçu 2 jours plus tôt la lettre du ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, à travers laquelle l'État béninois a exprimé de vives préoccupations sécuritaires. Pour justifier cette entrée frauduleuse sur le site, les intéressés ont indiqué tous être des employés de WAPCO Niger dont ils arborent les badges et précisé qu'en cette qualité, ils n'avaient pas l'obligation de s'enregistrer à la guérite. Une telle justification est inopérante en raison de la sensibilité du site à l'étape actuelle. L'enquête a formellement établi qu'au moins 2 parmi ces personnes sont des agents nigériens au service du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. Ces personnes se sont fait confectionner pour la circonstance de faux badges d'employés de WAPCO Niger. Les investigations se poursuivent pour déterminer les motivations réelles des mises en cause, dans un contexte où des informations récurrentes font état de la planification d'atteinte à la sécurité de l'État du Bénin. Je ne manquerai pas, s'il y a lieu, de vous apporter de plus amples informations sur l'évolution de cette enquête. Je vous remercie. Alors, à chaud, mon commentaire sur l'intervention du procureur béninois, je commence par la dernière idée qu'il évoque. Pour lui, les officiels nigériens qui sont venus travailler avec la société WAPCO pour l'exportation du brut, sont venus tenter un coup d'État contre le Bénin, contre le régime de Talon. Vous avez entendu, non? Et il y a soupçon d'atteinte contre la sécurité du Bénin. Par conséquent, ces individus étaient venus dans le cadre d'un coup d'État contre Talon. Cette dernière idée est clairement saugrenue de la part d'un procureur. Des gens qui veulent s'attaquer à un État ne viennent pas travailler simplement à faire embarquer du pétrole sur un terminal pétrolier. Qui plus est, ils ne viennent pas sans armes. Le terminal pétrolier de Sémé ne peut pas être considéré comme un lieu dont la prise signifierait le renversement du pouvoir de Talon. Ce n'est pas un lieu stratégique au sens de la volonté de prendre le pouvoir ou de renverser un régime. Donc, on voit très bien que le procureur fait feu de tout bois. Il, pour ainsi dire, ayant besoin de noyer son chien, a besoin de l'accuser de rage. Je remonte à l'avant-dernière idée. Le ministre béninois du pétrole aurait prévenu qu'il y aurait des contrôles poussés sur le site de Sémé. Mais il y a un petit problème. Le même ministre béninois des mines et du pétrole, lui, il était au Niger, il n'a pas été arrêté. Il n'a pas été soupçonné d'être venu au Niger tenter de renverser le régime du président Tiani. Il a été reçu par son homologue, le ministre nigérien de l'énergie. Je remonte à la toute première idée. Ils se sont introduits avec des badges de WAPCO. Mais ça, c'est une banalité déconcertante que nous raconte ce procureur. Je me demande où est-ce qu'il a fait sa formation. Quand vous allez sur le site d'une entreprise, pour visiter cette entreprise, on vous donne des badges de visiteurs. Oui ou non? Les entreprises sérieuses, vous avez déjà visité des entreprises sérieuses dans le monde, oui ou non? Quand vous visitez une entreprise et que vous êtes extérieur à cette entreprise vous donne des badges. Oui ou non? De telle façon qu'on puisse savoir, quel que soit l'endroit où vous êtes dans le site que vous visitez, qu'on puisse savoir qui vous êtes. C'est d'ailleurs grâce à ces badges que la partie béninoise n'a pas eu de difficulté à savoir qu'il y avait des Nigériens parmi les personnes qui étaient sur le site. Donc, en quoi le fait d'avoir des badges de l'entreprise WAPCO est incompatible avec la qualité de Nigérien? Est-ce qu'il n'y a pas de Béninois qui travaillent au Niger? Est-ce qu'il n'y a pas de Nigériens qui travaillent au Bénin? Est-ce qu'il n'y a pas de Béninois dans des entreprises au Niger? Est-ce qu'il n'y a pas de Nigériens dans des entreprises au Bénin? Mais ce procureur-là, est-ce qu'il se rend compte qu'il est en train de jeter de l'huile sur le feu entre deux peuples frères?
Deux peuples condamnés à vivre ensemble. Est-ce que ce procureur se rend compte qu'il est un procuraillon? C'est-à-dire un individu nuisible à la communauté, à notre peuple au Bénin, par ces déclarations. Les déclarations de ce procureur laissent penser que toute personne nigérienne, désormais aperçue au Bénin, est une personne dangereuse. Parce qu'il suffit qu'on ait la qualité de Nigérien pour qu'on soit dangereux. Mais les populations de nos peuples, béninois et nigériens, elles sont mixées, elles sont brassées, elles appartiennent parfois aux mêmes ethnies, par-delà les frontières tracées par le colon. Comment, d'ailleurs, peut-on reconnaître au nord du Bénin un Nigérien et le distinguer d'un Béninois? Quand les deux sont de la même ethnie, par exemple Haoussa, quand les deux sont de la même ethnie, par exemple Zarma, comment tu fais pour dire que lui là c'est un Nigérien, l'autre là c'est un Béninois? Quand ils sont accoutrés des mêmes Gandoura, quand ils mettent leur chéchia de la même façon, quand ils parlent la même langue, tu fais comment pour dire a priori cela? Voilà les trois arguments qu'un procureur, véritablement procuraillon, vient donner devant le peuple béninois et devant le monde entier pour justifier l'arrestation d'officiels travaillant dans le cadre d'un accord datant de 2019 entre deux pays. Laquelle des trois raisons tient debout? On les a arrêtés parce qu'ils faisaient un coup d'État. Est-ce qu'on fait un coup d'État sur un terminal pétrolier? C'est là-bas qu'on fait le coup d'État. On les a arrêtés parce qu'ils sont entrés par une autre porte que la porte habituelle. Mais pourquoi on n'a pas arrêté les gens de l'entreprise WAPCO qui les ont fait entrer? Pourquoi les gens de l'entreprise chinoise WAPCO qui les ont fait entrer par la soi-disant porte dérobée? Parce qu'on veut les présenter comme des voleurs. Pourquoi les gens de l'entreprise chinoise n'ont pas été arrêtés par la police béninoise? Puisque quand toi tu fais entrer des gens frauduleusement sur un site dans un pays, tu deviens complice de ces gens. Le procureur présente les Nigériens comme des voleurs. Mais ceux qui les ont donc introduits dans le site, pourquoi ils ne sont pas arrêtés? Pourquoi on n'a arrêté que les Nigériens? Si leur présence dans le site est une présence frauduleuse dans laquelle la partie chinoise a joué un rôle, pourquoi les Chinois n'ont-ils pas été arrêtés? Au même titre que les dérobeurs ou les entreurs à la dérobade qui ont été arrêtés. Vous voyez l'incongruité? Enfin, ce sont des Nigériens. On l'a identifié que ce sont des Nigériens. Mais est-ce que la qualité de Nigérien fait de vous automatiquement un prisonnier au Bénin? Si c'est cela, pourquoi le ministre nigérien qui était là-bas? Pourquoi les Nigériens qui sont les Béninois qui sont au Niger? Le ministre béninois qui était au Niger, pourquoi leur qualité n'a pas automatiquement fait que le CNSP les arrête? Ce serait absurde. C'est une folie. Donc voilà les arguments du procureur représentant Talon. Dites-moi quel est l'argument valable là-dedans. Qu'est-ce qui vaut dedans? Est-ce que l'un des trois arguments-là est valable? Bon. Écoutons maintenant la partie nigérienne. Je voulais que vous vous rendiez compte que d'abord, le procureur est léger. Et celui qui l'a envoyé, Patrice Talon, est nul. Ils humilient le peuple béninois. Le Bénin a des intelligences plus vastes, plus profondes, plus denses et plus complexes, capables de mieux le représenter que Talon et son procuraillon. C'est une honte. Il humilie la grande patrie béninoise. Une terre d'intellectuels chevronnés qui servent et qui ont servi partout ailleurs en Afrique et à travers le monde. C'est une honte que ce monsieur qui a parlé là soit un procureur. C'est une honte. Bon. Maintenant, on donne la parole à la partie nigérienne pour qu'elle nous explique sa version des faits. La version nigérienne des faits a été donnée. Elle a été donnée sur... Pardon, excusez-moi mes amis. Excusez-moi. Excusez-moi, ça va aller. On a juste l'écouteur qui s'est débranché. Est-ce qu'il est toujours branché? Excusez-moi. Hop. On a l'écouteur qui s'est juste débranché. Il va se rebrancher. Ça devrait aller. OK. Je vous le mets là.
Je donne la parole maintenant à la partie, l'arrestation. nigérienne. À la partie Non, nigérienne. C'est un point de presse en 2 étapes, où dans la première, le ministre du Pétrole a pris la parole pour apporter des éclaircissements sur la situation de l'arrestation par la police du Bénin de la directrice générale adjointe de WAPCO et de 4 ingénieurs nigériens en mission de supervision et de contrôle du chargement du navire devant transporter le pétrole brut du Niger. Le jeudi 30 mai 2024, une équipe d'inspecteurs que nous avons envoyée au Bénin pour contrôler les opérations de chargement du Melek sur le bateau a été interpellée par l'armée béninoise, puis transportée dans les locaux de la police. Nous avons cherché toute la journée à savoir quel en était le motif. C'est tard le soir, l'après-midi, que finalement nos équipes ont été libérées et conduites à leur hôtel. Je signale que ces équipes étaient arrivées au Bénin régulièrement dans le cadre de leur mission. La société WAPCO avait été informée et elle en avait informé les autorités béninoises. Tout comme lorsque le ministre béninois de l'énergie, des mines et de l'eau était venu au Niger, nous avions été prévenus par WAPCO Niger de leur arrivée. Si nous les avons accueillis comme les frères qu'ils étaient au Bénin, nos compatriotes ont été interpellés et arrêtés par les autorités. Ça, c'est le premier élément, c'est disons le premier acte. Face à cela, nous avons donc dit que si, en violation des accords qui nous lient au Bénin, dans le cadre de cette exportation, les autorités décident d'empêcher, comme ils l'ont dit, à la partie nigérienne d'accéder aux installations pour contrôler les opérations de chargement, en vérifier la régularité, eh bien, nous ne pouvons pas accepter que ce chargement-là ait lieu dans ces conditions. Nous avons donc écrit à WAPCO Bénin pour lui dire de ne permettre aucun chargement d'aucune goutte de pétrole tant que nos représentants ne seraient pas autorisés à opérer. Cela a été exécuté. Cependant, CNPC et WAPCO ont entrepris des démarches auprès des autorités du Niger pour que le bateau qui est déjà arrivé, le deuxième bateau qui est déjà arrivé, puisse quand même être chargé et qu'il puisse retourner. Et selon eux, puisque les autorités béninoises ont dit qu'ils acceptent que le bateau soit chargé, mais uniquement à condition que ce soit les Chinois qui fassent les opérations, pas des Nigériens. Nous avons opposé une fin de non-recevoir à cette demande au départ, mais face à leur insistance et compte tenu des pertes importantes que devait subir la société WAPCO, sans compter nous autres, les expéditeurs, nous avons accepté que cette opération-là pour ce deuxième bateau soit menée par WAPCO Niger et WAPCO Bénin. Donc, nous avons
écrit à WAPCO pour l'autoriser à le faire. Mais WAPCO nous avons demandé à WAPCO quels sont, au sein de son personnel, les gens qui peuvent faire ce travail-là. Il n'y avait que 2 jeunes ingénieurs pétroliers, mais pas d'inspecteurs chez eux. Nous avons donc dit, nous allons mettre à votre disposition 2 inspecteurs de chez nous, comme cela se fait, à titre temporaire, pour qu'ils se joignent à votre équipe et qu'ils aillent faire ce travail-là. Je précise que ces inspecteurs qui ont été mis à la disposition de WAPCO bénéficient temporairement du même statut que la DGA WAPCO qui a été affectée à WAPCO depuis des mois. Donc c'est régulier que cela puisse se faire de cette façon. Et qu'est-ce qu'ils disent? Que même si c'est WAPCO, si c'est des Nigériens, ils ne peuvent pas faire le travail. S'ils sont des Nigériens, ils ne pourront pas faire le travail. Toujours est-il qu'à l'heure où je vous parle, ils n'ont pas été libérés. Et face à cela, Son Excellence, le chef de l'État, nous a donné des instructions fermes. Si jusqu'à 17h aujourd'hui, il est 16h58, nos équipes ne sont pas libres de leur mouvement et ne sont pas remis dans leur fonction d'inspecteur de cette cargaison, nous allons arrêter la station initiale de Koleli. J'ai donc répercuté ces instructions au directeur général des hydrocarbures, qui a pris toutes les dispositions pour que cela soit effectif. Cette décision des autorités nigériennes n'est pas seulement guidée par cet incident. Les autorités du Bénin ont enfreint plusieurs articles de l'accord bilatéral selon le ministre de la Justice, qui énumère quelques-uns. Je ne citerai que quelques dispositions pour tirer la conclusion des violations observées. Dans les agissements des Béninois, toutes les dispositions du chapitre 3, s'agissant de la liberté de transit et accès à la mer, composées des articles 3, 3.1, 2, 3, 4, 5 ont été violés. Par ces dispositions, le Bénin s'est engagé à ne poser aucun obstacle à l'État nigérien pour acheminer le brut par le pipeline jusqu'à destination. Écoutez bien. Et à prendre toutes les dispositions pour qu'aucune menace, qu'aucune entrave ne soit portée par quiconque que ce soit. Il en est de même des dispositions de l'article 9.2 où l'État béninois s'est engagé à mettre à la disposition du transporteur béninois ou du partenaire une zone côtière pour la construction d'un terminal onshore, laquelle zone côtière devra répondre aux exigences techniques et devra au transporteur accès aux eaux et aux lits de sa mer territoriale pour la construction de l'exploitation des pipelines sous-marins d'une ou plusieurs installations. Donc ça veut dire que le Bénin s'est engagé de façon absolue à permettre de construire et de transporter le pétrole nigérien, mais aujourd'hui il est en train par ces agissements de violer les dispositions. Particulièrement en ce qui concerne le comptage des hydrocarbures. À l'article 13.1 de cette partie, les États s'engagent à coopérer pour approuver le système de comptage des hydrocarbures transportés dans le système de transport. Chacun des États partis aura le droit, vis-à-vis de l'autre, de prendre connaissance des conditions dans lesquelles sont effectuées les opérations de calibrage, de vérification du système de comptage. Chaque État parti pourra, à cet effet, recourir à tout outil de mesure de quantité d'hydrocarbures ou pourra avoir des observateurs présents à tous les stades des opérations
ou mandater tout tiers expert pour le représenter. Le contrat a prévu des dispositions par lesquelles la responsabilité ou les responsabilités de chaque partie pour faute, pour comportement violant les dispositions contractuelles par elle, observées de l'artère devant les juridictions compétentes pour y procéder. Ici, dans le cadre spécifique, c'est l'arbitrage qui est prévu en application des dispositions du code OHADA devant la cour d'arbitrage de l'OHADA, qui se trouve à Abidjan. Et nous allons, en temps utile, s'il ne se ravise pas, saisir qui de droit. C'est soucieux de préserver la transparence dans tout ce qu'il entreprend que l'État du Niger veut contrôler avec ses propres experts le processus de transport de son pétrole brut, expliquent les deux ministres. Pour rappel, le 1er juin dernier, les autorités béninoises avaient déployé des policiers pour expulser les représentants de l'État du Niger en mission permanente de supervision et de contrôle de chargement de la station terminale de Sémé au Bénin. Voici ce qu'on appelle un État véridique, un État responsable qui communique. Vous avez, avec moi, écouté l'argumentation du gouvernement du Niger. Il y a 3 arguments essentiels que le gouvernement du Niger nous a présentés. 1. Les textes de l'accord de 2019 régissant l'exploitation du pipeline Koulélé-Sémé. Koulélé au Niger, Sémé au Bénin. Ces textes prévoient qu'aucune des 2 parties ne fasse obstacle à la surveillance de l'exportation du brut du Niger. Ces textes prévoient qu'aucune des 2 parties n'empêche des officiels de l'un et de l'autre pays de suivre tout l'itinéraire et de s'assurer du comptage de la quantité de pétrole brut qui est exportée. L'accord existe. Le Bénin l'a signé et ratifié. Le Niger l'a signé et ratifié. Donc, le gouvernement du Niger nous montre que les actes posés à propos du pipeline Koulélé-Sémé-Kodji par Patrice Talon sont des actes illégaux, illégitimes. Ce sont des actes violant les conventions que l'État du Bénin et l'État du Niger ont librement passées. La démonstration nigérienne est imparable. Le texte de référence, c'est l'accord de 2019. Que toutes les Africaines, tous les Africains, que nos frères et sœurs du Bénin, comme nos frères et sœurs du Niger et toute l'Afrique éveillée, doivent lire. Je possède cet accord, je le mettrai à votre disposition pour que vous lisiez. Et notamment, toute la série des articles 3 qui ont été cités par les ministres du pétrole et de la justice. Il faut que vous lisiez cela. Vous qui êtes à Cotonou, pour être convaincu que Talon est dans l'illégalité. Il est dans l'illégitimité, il est dans le non-droit, il est dans l'abus. Voilà pourquoi le procureur n'a pas été capable de revendiquer, de citer un seul article de droit qui justifie l'arrestation des Nigériens. Je vais vous faire remarquer que le procureur béninois qui a parlé avant n'a pas cité un seul article de droit. Il n'a pas cité la loi béninoise qui aurait été violée par les Nigériens qui ont été arrêtés. Ils sont régulièrement entrés en territoire béninois et dans le cadre d'une mission encadrée par un accord qui date de 2019. La première partie de notre exposé peut donc être conclue par le constat que l'arrestation des officiels nigériens au Bénin est un acte illégal de Patrice Talon. Cet acte ne respecte ni le droit béninois, ni le droit international. Qui plus est, cette arrestation ne respecte pas l'accord encore en vigueur, datant de 2019, entre le Niger et le Bénin. Il faut que vous en soyez convaincus partout dans notre terre africaine du Bénin. Comme nous en sommes convaincus partout dans la terre africaine du Niger, partout dans l'Afrique continentale qui suit cette affaire.
Et dans ces conditions, nous pouvons passer à la deuxième et dernière partie de cette émission. Mais pourquoi Talon persiste-t-il à violer le droit? Pourquoi Talon persiste-t-il à persécuter le Niger? Il est important qu'on réponde clairement à cette question. Et c'est l'objet donc de la deuxième et dernière partie de notre propos. Nous allons creuser les raisons pour lesquelles Talon fait cela. Faso Ouattara, rappelle-nous un peu. Écoutez, il y a des raisons internes au comportement de Patrice Talon et il y a des raisons externes au comportement de Patrice Talon envers le Niger. Et vous verrez que toutes ces raisons relèvent de la géopolitique et de la géostratégie et qu'elles engagent des forces plus larges que le Bénin, des forces plus larges que le seul Niger. Donc, dans cette deuxième partie, je vais analyser tour à tour les causes internes du comportement de Patrice Talon, puis les causes externes du comportement de Patrice Talon. Cause interne. La première, c'est que Patrice Talon est un homme qui est en rupture avec le peuple béninois. C'est un chef d'État qui a été élu, qui représentait un très grand espoir pour notre peuple au Bénin, en raison de sa relative jeunesse quand il arrivait au pouvoir, d'une part, et d'autre part, en raison de son expérience dans le monde des affaires. Les Béninois qui ont voté pour Patrice Talon, il y a maintenant près d'une décennie, espéraient que Patrice Talon serait vraiment un président innovant, un président moderne, un président qui projette véritablement le Bénin dans le monde du futur, le monde du numérique, monde de l'information, monde de la défense acharnée des droits humains, etc. Bref, le peuple béninois avait vu en Patrice Talon une promesse vraiment de renouvellement, une promesse de management, une promesse de gouvernance pragmatique. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Arrivé au pouvoir, Patrice Talon a pris goût au pouvoir et il a commencé à abuser du pouvoir. D'abord en écrasant l'opposition politique béninoise, en instrumentalisant la justice pour incarcérer ses opposants. Ensuite, en commençant à menacer le monde des médias. Mais Patrice Talon est allé plus loin. Il a commencé à modifier le système électoral du Bénin. À ce jour, il a mis en place une loi électorale qui verrouille le système électoral béninois de telle façon que, pour accéder à la présidence de la République, il faut déjà être adoubé par des partis politiques qui possèdent des élus à l'intérieur de la République. Donc, les Béninois qui ne possèdent pas de partis politiques, possédant déjà des élus municipaux, régionaux, des élus parlementaires, ces candidats-là ne peuvent pas avoir les parrainages nécessaires pour être candidats. Talon a mis en place le même système d'exclusion que Macky Sall avait mis en place au Sénégal pour empêcher une alternance à la tête du pays. Talon a mis en place un dispositif qui a commencé à faire craindre à notre peuple africain au Bénin que Talon veuille installer une logique de troisième mandat. Ou qu'il veuille installer en fait une logique de succession sous contrôle. C'est-à-dire imposer à la tête du Bénin une marionnette qui serait à ses ordres quand lui, il ferait semblant de quitter le pouvoir. Un peu comme Macky Sall voulait le faire avec Amadou Ba au Sénégal, comme Amadou Ahidjo voulait le faire avec Biya au Cameroun, comme Ouattara faisait semblant de vouloir le faire avec Amadou Gon en mars 2020 en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, Macky Sall en interne, Patrice Talon a perdu la crédibilité morale. Il a perdu la confiance du peuple béninois en raison de son atteinte au système démocratique, en raison de sa volonté de confisquer le pouvoir, si ce n'est individuellement pour lui, pour un homme de son clan. Il s'est mis à modifier
les conditions qui lui ont permis, lui, d'arriver au pouvoir, il s'est mis à les changer de telle façon que d'autres Béninois ne bénéficient pas des mêmes conditions. Voilà la perte de crédibilité interne de Talon. Cette perte de crédibilité s'est aggravée par un fait scandaleux, jamais vu dans l'histoire de la gouvernance du Bénin. Patrice Talon a fait venir une armée étrangère pour assurer sa sécurité personnelle. Il a fait venir l'armée de la marionnette de l'impérialisme anglo-saxon dans la région des Grands Lacs, Paul Kagame. Talon a fait venir des soldats rwandais pour le protéger, lui. C'est-à-dire que Talon a décidé de se comporter envers l'armée béninoise comme s'il s'agit d'une armée ennemie. Il a marqué sa perte de confiance envers l'armée nationale du Bénin, puisque désormais, il a confié sa sécurité à des éléments sous le contrôle de Paul Kagame. Or là, il y a un message très important que Talon a voulu donner. À savoir que lui, Talon, voulait être une sorte de Paul Kagame de l'Afrique de l'Ouest. Arrêtons-nous un peu sur cette métaphore. Kagame est à la tête d'un État tout petit comme ça, le Rwanda. Mais cet État, qui est armé par l'Occident, est le principal cheval de Troie pour la déstabilisation de l'immense Congo de plus de 2 millions de kilomètres carrés. C'est Kagame qui reçoit les armes. C'est Kagame qui reçoit la protection internationale, diplomatique, pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Et cela depuis plus de 20 ans. Talon est protégé par Kagame. Sa vie physique personnelle est sous la responsabilité de Kagame. Et Talon se met à se comporter, vous le voyez très bien, envers le Niger, exactement comme Kagame se comporte envers la République démocratique du Congo. Écrivez ça. Il est devenu le cheval de Troie de l'impérialisme occidental contre le Niger. Et regardez la position du Rwanda sur le flanc est de la République démocratique du Congo. Elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à la position du minuscule État du Bénin. Je dis bien minuscule en termes de superficie, par rapport aux plus d'1 million de kilomètres carrés du Niger. C'est-à-dire que les impérialistes ont le chic de toujours trouver un pays de petite taille qui est chargé de déstabiliser des pays de grande taille. Vous trouvez le même schéma avec Israël au Moyen-Orient. Un tout petit État comme ça qui déstabilise toute la région du Moyen-Orient. On l'arme, on le surarme, on le protège face à la justice internationale. On justifie médiatiquement ces crimes, ces génocides, pour que le Moyen-Orient ne soit jamais en paix. Cet État, lui tout seul, Israël, peut attaquer l'Iran le matin, le Yémen le soir, la Syrie à midi, le Liban, rien que le petit Israël. Mais il faut que vous compreniez d'où vient le modèle. Le modèle vient de l'OTAN. C'est la méthode de l'OTAN. Regardez ce qui se passe avec Taïwan sur les flancs de la Chine. Pour que vous sachiez que c'est leur méthode. Je vous donne plusieurs exemples. Pour que vous sachiez à quoi Talon joue. À quoi Talon joue. D'accord? Regardez ce qui se passe sur les flancs de la Chine à travers Taïwan. Qui soutient Taïwan? Qui soutient Hong Kong contre la Chine? C'est l'OTAN, avec sa grande puissance maîtresse, les États-Unis. Quel est le but? Une toute petite île, Taïwan, est surarmée. Et on lui dit qu'elle pourra faire la guerre contre la République populaire de Chine. Vous avez remarqué ça? Regardez comment ils montent la tête de Hong Kong contre la Chine. Ça vous dit quelque chose? Laissons là-bas. Allons en Europe centrale. Vous avez vu que l'Ukraine est en fait le cheval de Troie de l'OTAN pour faire la guerre contre la Russie. Oui ou non? Est-ce que l'Ukraine peut gagner une guerre contre la Russie? Tout le monde sait que non. Mais l'Ukraine n'est en réalité que le prétexte que l'OTAN a trouvé, comme l'a dit le pape François, pour venir aboyer aux portes de la Russie. Ce sont les phrases, ce sont les mots du pape François. Il est là, à Rome. C'est le chef du Vatican, l'Église catholique. Il a dit que tout le monde sait que l'Ukraine n'est qu'une occasion pour l'OTAN pour venir avec ses armes aboyer aux portes de la Russie. C'est ce qu'a dit le chef de la chrétienté. Donc, je vous multiplie des exemples pour que vous soyez en mesure de comprendre de manière incontestable, le rôle de Talon. Et ne pas prendre cela comme une simple saute d'humeur.
oh, je suis fâché, vous n'allez pas passer avec le pétrole. Non. Donc en fait, Talon est installé dans le rôle du cheval de Troie de l'impérialisme occidental contre le Niger et par extension contre l'Alliance des États du Sahel. Et je vous parlais là des raisons internes et j'ai glissé déjà vers les raisons externes du comportement de Talon. Parce qu'en fait, puisque Talon n'a pas confiance au peuple béninois et le peuple béninois n'a plus confiance en lui, puisque Talon n'a pas confiance en l'armée béninoise et puisque l'armée béninoise n'a plus confiance en lui, Talon se comporte en réalité comme un colon parce qu'il est désormais ouvertement associé aux colons. Talon est un néocolon. Il est sous la protection des néocolons rwandais, des néocolonialistes français, des impérialistes occidentaux, contre le peuple béninois et contre le peuple nigérien. C'est un ennemi de tous ces peuples-là. Il est contre le mouvement souverainiste africain. Écrivez ça. Il faut que ce soit clair. Et là, je passe donc aux raisons externes. Mais il y a des puissances internationales qui ne veulent pas que le Niger soit un pays riche. Effectivement riche, parce que le Niger est un pays potentiellement riche. L'Afrique tout entière est un continent qui est en fait le continent potentiellement le plus riche au monde. Mais effectivement et actuellement, l'Afrique est le continent le plus appauvri du monde. Continent le plus riche en potentiel et le plus appauvri de manière effective. Pourquoi? Mais parce que les sanctions de l'impérialisme occidental, de l'impérialisme moyen-oriental et du despotisme négro-africain se sont enracinés dans la chair et le sang des Africains depuis 600 ans. La traite négrière, la colonisation, la néocolonisation, la barbarie, les terrorismes de chacune de ces séquences, ajoutés à la complicité des élites nègres corrompues. Tout cela fait que l'Afrique est un immense mammouth, mais dont le sang est vidé depuis 600 ans, sans pitié, avec la complicité de plusieurs de ses propres enfants. Il y a donc des causes externes au comportement de Talon. Mais quelle est la principale cause externe? Ceux qui ont été chassés du Mali, du Burkina et du Niger veulent se venger contre l'Alliance des États du Sahel. Ils ont donc décidé de soutenir tous les États qui sont placés autour de l'Alliance des États du Sahel. Le dispositif des troupes néocolonialistes françaises et américaines, bref, le dispositif de l'OTAN est en train de se redéployer. Je vous ai déjà donné une théorie ici de la circularité, la théorie de l'encerclement de l'AES. J'ai même fait une carte ici que j'ai appelée l'oignon géostratégique. Vous vous en souvenez ou pas? Parce que je fais souvent mes choses un peu trop tôt pour beaucoup d'entre vous. Je vous ai donné l'oignon géostratégique ici, oui ou non? J'avais expliqué quoi? L'AES est au centre. Tout de suite autour, c'est les groupes armés terroristes. Tout de suite autour des groupes armés terroristes, c'est la CEDEAO. Tout de suite autour de la CEDEAO, c'est l'OTAN. Voilà comment le Mali, le Burkina et le Niger sont encerclés militairement. Quelles sont leurs positions? Ils ont commencé par attaquer la Libye en 2011 et ils se sont appuyés sur des groupes terroristes, Al-Qaïda et l'État islamique, qu'ils ont armés. Ensuite, ils ont demandé à ces groupes terroristes d'avancer sur le Mali, le Burkina, le Niger, d'avancer sur le Sahel. Ces groupes ont avancé. Quand les pays du Sahel ont été déstabilisés, ils ont donc proposé frauduleusement leur aide aux pays sahéliens pour combattre les terroristes qu'ils avaient eux-mêmes armés. Voilà comment ils ont installé leur base au Mali, au Burkina, au Niger. Bref, ils s'étaient mis à occuper toute la bande sahélienne. Et dans leur discours, ils disaient bien que la prochaine étape, c'est le Golfe de Guinée. Ils se sont mis à harceler les pays du Golfe de Guinée. Et la Guinée équatoriale, le Gabon, le Cameroun, même l'Angola, le Nigeria, le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire. Ils sont mis à harceler le Libéria. Ils sont mis à harceler la Guinée-Bissau, tous les pays du Golfe de Guinée. Ils se sont mis à les harceler pour qu'ils acceptent des bases militaires de l'OTAN. C'est ce qu'ils étaient en train de faire lorsque le grand réveil s'est produit au Mali, avec le leadership du président Assimi Goïta et de ses compagnons du Mali Koura, lequel réveil a contaminé le Burkina Faso, avec la révolution du MPCR2, de Sankara II, le capitaine Ibrahim Traoré, président de la République du Faso, désormais. Et laquelle révolution a contaminé le Niger, où le juntar Mohamed Bazoum a fait boum. Et le CNSP, le Conseil national de la sauvegarde de la patrie, du général de brigade Abdourahmane Tchani,
aujourd'hui chef de l'État, eh bien, président de la transition du Niger a pris le pouvoir. Quand ils ont été chassés de là, ils ont commencé à se réinstaller en cercle concentrique autour des 3 pays qui ont ouvert la révolution géostratégique et géopolitique africaine du XXIe siècle. D'accord? Ils se sont réinstallés en Mauritanie, ils sont installés au Sénégal, ils sont installés en Guinée-Bissau, ils sont installés au Libéria, ils sont installés en Côte d'Ivoire, ils sont installés au Ghana, ils sont installés en partie au Togo, notamment à travers Israël. Ils sont installés, bien sûr, au Bénin. Talon leur a ouvert le Bénin aux 4 fenêtres. Ils sont installés au Nigeria. Ils sont installés au nord du Cameroun. Ils sont installés au Tchad. Ils sont installés au sud de l'Algérie. Ils sont installés au sud de la Libye. Ils sont installés au Maroc. Ils sont installés en Tunisie. Ils sont installés dans une partie du Soudan. Ils sont installés en Égypte. Ils encerclent le Sahel. Ils sont installés à Djibouti. Vous avez vu ça? Donc, ils se sont mis autour de la CEDEAO pour soutenir la CEDEAO et à travers la CEDEAO soutenir les groupes armés terroristes qui harcèlent en permanence le Mali, le Burkina et le Niger. C'est ce que j'ai appelé l'oignon géostratégique. L'Afrique encerclée par l'OTAN. Écrivez ça. C'est moi qui ai dit. L'Afrique encerclée par l'OTAN. Celui qui ne comprend pas ce que je dis fait 2 recherches. Il cherche la carte des bases militaires de l'OTAN. Il cherche la carte des bases militaires françaises. Il cherche la carte du repositionnement et des nouveaux camps militaires, eh bien des puissances occidentales en Afrique. Et vous allez voir l'encerclement de l'AES. Ça va tomber sous vos yeux, comme ça. Patrice Talon fait partie du dispositif. Et il est aujourd'hui l'un des plus zélés, avec Alassane Dramane Ouattara, a montré à ses maîtres qu'il est prêt à agir. Pourquoi? Mais parce qu'il a perdu le contact avec le peuple. Talon sait que le peuple béninois n'a plus confiance en lui. On sait qu'il est une marionnette et un vassal. Talon sait que l'armée béninoise n'a plus confiance en lui, puisqu'il a préféré confier sa sécurité aux militaires rwandais, dont on connaît le rôle nocif en République démocratique du Congo. Il faut être naïf pour confier à Kagame sa sécurité. Après la mort de Laurent Désiré Kabila en République démocratique du Congo, il faut être naïf. Ou il faut être un ennemi du peuple africain. Quand on voit les millions de personnes qui meurent depuis plus de 30 ans au Congo, en raison du rôle pervers, la duplicité de l'Occident qui soutient du bout des lèvres la République démocratique du Congo et qui soutient activement le Rwanda pour déstabiliser le Congo. Quand on a regardé simplement comment ça se passe là-bas, on ne peut pas permettre à Kagame de venir faire la police en Afrique de l'Ouest. Donc, Talon ayant perdu la confiance du peuple béninois, s'est mis à avoir peur de l'armée béninoise. Et la chute de Mohamed Bazoum l'a rendu complètement fou de panique. Talon est un paranoïaque. Il se comporte donc désormais en néocolon et il a besoin, pour recevoir le soutien de la France-Afrique, le soutien de l'OTAN, il a besoin de continuer à harceler le Niger. Il a besoin de continuer à harceler l'Alliance des États du Sahel. C'est à cette seule condition que son régime peut bénéficier d'un soutien. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Vous comprenez? On est en géopolitique. Or, ils ont noté ces derniers mois que le Niger a la croissance la plus importante de la zone CEDEAO. La croissance du Niger est passée à plus de 10%. La croissance économique du Niger, grâce notamment à l'exploitation du pétrole brut nigérien. Le Niger est passé à plus de 10% de croissance. Les agents néocolonisés de la CEDEAO, comme Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens, et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour troubler toute l'Afrique, avant d'être bientôt dégagés. Tous ces gens-là ont regardé avec beaucoup de jalousie le gros chèque signé par le groupe multinational chinois CNPC à l'État du Niger. 500 millions de dollars. C'est-à-dire que l'argent que le FMI prête au Niger en 20 ans, le Niger a gagné ça en un chèque, un seul chèque, un chèque. Il fallait voir les yeux de Ouattara rouler
les yeux de Macky Sall rouler. Il fallait voir les yeux de Talon rouler, de Tinubu, tous les vassaux là. Quand la Chine a payé 500 millions de dollars au Niger, Astafroulaye. La France-Afrique, les néocolonialistes français, les impérialistes occidentaux, ils avaient envie de vomir tellement ils étaient en cause. C'est-à-dire qu'ils ont fait des tachycardies, des crises cardiaques, des battements, des palpitations. Certains ont fait des évanouissements, des malaises vagos. Le Niger, pays classé, pays pauvre, classé dernier dans tous les classements internationaux, qui atteint une telle crédibilité qu'un partenaire international peut lui payer 500 millions de dollars cash. 500 millions. La Chine a payé 500 millions. Quand la Chine a payé 500 millions, la France-Afrique, l'impérialisme occidental se sont réunis et ils ont dit à Talon, tu dois tout faire pour que cette manne pétrolière ne profite pas au Niger. Il faut que vous compreniez d'où ça vient. Il s'agit d'empêcher le Niger d'être ce qu'il mérite d'être. Un pays immensément riche. D'accord? Il s'agit d'empêcher que le Niger bénéficie de sa manne pétrolière. Talon est investi de cette mission. Et je vais vous expliquer donc ce qu'il fait pour empêcher cette mission. Il y a deux axes qui ont été donnés à Talon pour empêcher que le Niger bénéficie de la manne pétrolière. Le premier axe, c'est de créer une zone d'insécurité très active à la frontière entre le Niger et le Bénin. Il a ouvert la frontière nord du Bénin à des forces étrangères, lesquelles sont devenues une source de soutien. Et là, les accusations nigériennes sont claires. Source de soutien aux groupes terroristes qui attaquent le Niger. Ça, c'est la première chose qu'il a faite. Et c'est pour cela que le Niger a fermé la frontière. Le Niger a fermé la frontière en raison de la recrudescence d'attaques terroristes parties du territoire béninois vers le territoire nigérien. Attaques terroristes avec des armes données par les puissances de l'OTAN. Voilà la première chose que Talon a faite. Et c'est pour cela que la frontière a été fermée. Parce que l'armée nigérienne voulait se donner un minimum d'angle d'observation pour pouvoir éviter ces infiltrations. Pour pouvoir éviter ces infiltrations. Vous comprenez? Patrice Talon a fait semblant de vouloir résoudre ce problème, mais il n'a jamais voulu. Si Patrice Talon voulait résoudre le problème de l'insécurité militaire générée par l'infiltration des puissances étrangères dans le sol béninois, Patrice Talon aurait demandé aux puissances étrangères de retirer leurs hommes. Et il aurait mis en place une commission mixte bénino-nigérienne pour que nos frères nigériens viennent vérifier et s'assurer en permanence que le Bénin ne permet pas à des puissances hostiles de s'installer à sa frontière nord pour attaquer ou pour aider les terroristes à attaquer le Niger. Le problème de la frontière fermée est facile à résoudre. Je vous le dis, je suis un connaisseur du dossier. Je connais le dossier de l'intérieur. Et je fais partie de ces fils de l'Afrique qui seraient heureux d'aider à la résolution de cette affaire honteuse entre nos peuples, nos États, nos pays. Cette énième manipulation de l'Africain contre l'Africain. Talon est instrumentalisé contre le Niger. Il est instrumentalisé contre l'AES. C'est ça la vérité. Parce qu'en fait, la frontière nigérienne est fermée parce que la partie béninoise dirigée par Talon ne veut pas donner les garanties que les forces hostiles dont le Niger a parfaitement connaissance, dont le Niger a les preuves, ces forces hostiles doivent être priées de quitter le territoire béninois. Parce qu'elles ne sont pas là pour aider le Bénin à se protéger, mais pour déstabiliser l'AES. Le Bénin est un État souverain. Il a le droit d'inviter les forces de son choix sur son sol, sauf des forces qui viennent attaquer les pays voisins. Je recommence. Il faut qu'on comprenne bien le raisonnement nigérien. Le Niger ne conteste pas la souveraineté du Bénin. Chacun a le droit souverain d'inviter qui il veut sur son sol. Mais tu n'as pas le droit d'inviter sur ton sol des gens qui m'attaquent. C'est clair ou c'est pas clair? Vous êtes actuellement à Cotonou, chez nous, en Afrique, au Bénin.
Dites à Talon que les Nigériens ne contestent pas son droit d'inviter qui il veut chez lui. Par exemple, il a invité les Rwandais chez lui. Est-ce que les Nigériens ont parlé? Puisqu'ils n'ont pas eu la moindre preuve que les Rwandais sont impliqués dans des attaques contre eux. Est-ce que les Nigériens ont cité les Rwandais? Les Nigériens ont cité les forces de l'OTAN. Ils ont cité les néocolons français. Sur la base de leurs preuves à eux, ils les ont cités, oui ou non? Donc, quand, en vertu de ta souveraineté, tu invites qui tu veux chez toi, je n'ai rien à dire. Mais quand tu invites chez toi des gens qui m'attaquent, j'ai quelque chose à dire là. Oui ou non? Oui ou non? Voilà le problème. Moi, je vous le dis, en tant que connaisseur de ce dossier, si le président Talon voulait que la frontière entre le Niger et le Bénin soit ouverte, s'il le veut aujourd'hui, il l'obtient. Il suffit qu'il demande aux éléments hostiles des puissances étrangères occidentales, notamment de l'OTAN, de quitter. Les positions qu'ils occupent au Bénin, qui sont des positions d'attaque contre l'AES. Si Talon le fait à midi, je suis sûr que le président Tiani ouvre la frontière à 15 h. Vous avez compris? Qu'on ne vous trompe pas à Cotonou. Patrice Talon ne veut pas démanteler les forces hostiles au Niger, au Bénin. C'est pour ça que la frontière est fermée. Ce n'est pas parce que le Niger prend plaisir à compliquer la vie au peuple nigérien et au peuple béninois en fermant la frontière. C'est parce que le Niger doit se protéger qu'il a fermé la frontière. La preuve, le Niger a accepté la réouverture de la frontière avec le Nigeria. Pourquoi? Mais parce que le Nigeria a interdit aux mêmes puissances d'opérer à partir de son sol. Oui. La frontière avec le Tchad, elle est opérationnelle, elle fonctionne. Pourquoi? Parce que la partie tchadienne continue et améliore tous les jours sa capacité de donner des garanties au Niger qu'elle n'est pas à l'initiative d'une quelconque attaque contre lui. Vous avez regardé, vous avez vu le balai diplomatique qu'il y a entre le Tchad et le Niger? C'est parce que les Tchadiens et les Nigériens se parlent. Et que, à la tête du Tchad, il y a maintenant des gens qui se rendent compte qu'on les a trop utilisés contre l'Afrique. Et qui commencent à dire à ceux qui occupent leur sol, allez-y doucement. L'armée tchadienne commence à être fatiguée de servir de cheval de Troie contre l'Afrique. Ça avait commencé avec Déby. Déby père avait commencé à se plaindre. Déby fils sait que l'armée tchadienne a été utilisée comme une armée supplétive de la France-Afrique depuis sa naissance jusqu'à nos jours. Et dans les forces armées tchadiennes, il y a désormais une conscience qui est en train de se faire jour. Et qui fait que ça va être difficile d'utiliser le Tchad pour attaquer le Niger. Je vous le dis. Ça va être de plus en plus difficile. Pourquoi? Parce que les deux pays se parlent. Vous savez, le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen a un avantage, c'est que c'est un excellent connaisseur du Tchad. Quand il était nommé à la BAD, il a passé pratiquement 5 à 10 années de sa vie en N'Djamena. Il connaît tout le personnel politique tchadien. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui se prépare, de près ou de loin, à partir de la frontière tchadienne, à partir de la partie tchadienne, N'Djamena est prévenu par Niamey. Et Niamey est prévenu par N'Djamena. Il faut que vous sachiez. Or, ce n'est pas le comportement que Talon a décidé d'adopter. Il a décidé de choisir l'opacité. Donc, je voudrais, en tant que fils de l'Afrique, serviteur de tous nos peuples, partisan de l'union, de l'entente, de la solidarité interafricaine, appeler le peuple béninois et le peuple nigérien à resserrer les liens entre eux et à comprendre que Talon ne sert ni les intérêts du Bénin, ni ceux du Niger, il ne sert pas les intérêts africains. Son comportement envers le Niger est un comportement anti-africain. C'est un acte de traîtrise envers l'Afrique. Il ne faut pas que les Béninois se réfugient dans un patriotisme déplacé en défendant Talon. Parce que Talon ne défend pas le Bénin. La preuve qu'il ne défend pas le Bénin, il n'a pas confiance en l'armée béninoise. Il est protégé par les félons, le cheval de Troie rwandais. Voilà une preuve incontestable que ce n'est pas un chef d'État qui a confiance en son peuple. Ce n'est pas un chef d'État qui a confiance en son armée. Vous comprenez? Moi, je parle du Niger, là. Je connais maintenant le Niger. J'ai été reçu par le président Tiani. Vous avez vu, non?
Je n'ai pas vu un Russe là-bas à la sécurité du président Tchani. Hein. Je dis, je n'en ai pas vu un seul. Dans le périmètre de sécurité. C'est l'armée nigérienne qui tient le Niger. Hein. Vous savez que j'ai été reçu chez le président Assimi Goïta, non? Je n'ai pas vu un Russe qui assure la sécurité du président Goïta. Hein. Le président Goïta est sécurisé par l'armée malienne. Hein. Il vit avec ses frères d'armes, avec son armée et son peuple. D'accord? Ce n'est pas quelqu'un qui protège le président Goïta, hein. C'est l'armée malienne. Hein. Ce n'est pas l'armée de Poutine qui est autour de la résidence du président Tchani à Niamey. Hein. C'est l'armée nigérienne. Il dort avec ses militaires. Vous avez compris? Donc, il faut que les Béninois comprennent très bien que Talon a tourné le dos à l'Afrique. Il a tourné le dos au peuple béninois. Et je vois des Béninois, certains qui sont perdus sur les réseaux sociaux, qui essayent de faire des commentaires, comme s'il y avait un problème entre le peuple béninois et le peuple nigérien. Il n'y a pas de problème entre nos peuples. Qu'aucun cheveu béninois ne soit touché au Niger. Qu'aucun cheveu nigérien ne soit touché au Bénin. C'est le message que je vous lance, frères et sœurs des deux pays. Ne nous laissons pas avoir par le traître Talon. Ne touchez pas à vos frères nigériens au Bénin, parce que Talon fait semblant d'être patriote. Il n'est pas patriote. S'il était patriote, il ne serait pas protégé par l'armée rwandaise. Il aurait confiance en l'armée patriotique béninoise. Vous avez compris? Frères nigériens, protégez vos frères et sœurs béninois au Niger. Montrez-leur que vous avez la maturité d'esprit pour ne pas vous laisser manipuler. Parce que l'Occident a pendant très longtemps opposé l'Africain à l'Africain pour dominer tous les Africains. Ils veulent absolument provoquer un conflit entre le peuple nigérien et le peuple béninois pour pouvoir profiter de ce conflit et s'installer, comme ils l'ont souvent fait avec leur mission de l'ONU, avec leurs observateurs internationaux, avec leurs élections frelatées, leur démocratie propagandière et leurs droits de l'homme à géométrie variable. Maintenant, le peuple africain est éclairé. Mais il y a une deuxième méthode que Talon utilise contre le Niger. C'est la méthode qui consiste à asphyxier financièrement le Niger. Quand on a vu que le Niger, à travers le fonctionnement du pipeline Koulélé-Sémékodji, que le Niger avait désormais une manne financière formidable et que la croissance du Niger passait devant les soi-disant bons élèves du FMI et de la Banque mondiale dans la sous-région. Même devant le grand Nigeria, la croissance nigérienne est passée devant celle du Nigeria. On a décidé de tout faire pour asphyxier financièrement le Bénin. Talon est dans le plan. Toutes les complications que vous voyez Talon créer ont pour but d'empêcher que le Niger reçoive de nouveaux chèques. Les pétroliers qui sont supposés partir dans les jours à venir, il y a encore un gros chèque. Je ne sais pas de combien de centaines de millions de dollars qui vont tomber. C'est-à-dire que, normalement, le Niger, là, tous les 3 mois, vous allez entendre seulement 500 millions de dollars. Tous les 3 mois, 500 millions de dollars. Tous les 3 mois, 500 millions de dollars. Est-ce que vous comprenez? Il s'agit d'empêcher cela. Et Talon fait partie du plan. Car, si le Niger devient solvable, ça veut dire que le Niger va doter de son armée. Ça veut dire que le Niger va développer son système de santé. Ça veut dire que le Niger va développer son système éducatif. C'est-à-dire que le Niger va atteindre l'autosuffisance alimentaire. Ça veut dire que le Niger va devenir une véritable muraille protectrice pour l'Afrique noire en tant qu'État de plus d'1 million de kilomètres carrés. Si l'Alliance des États du Sahel renfloue ses caisses, c'est-à-dire que la banque centrale du Sahel sera la plus puissante banque africaine du XXIe siècle, avec une capacité d'investissement et de crédit et de création monétaire jamais égalée en Afrique depuis le Moyen-Âge. Vous comprenez? Il s'agit donc d'empêcher l'afflux de capitaux vers le Niger. Et vous, Béninoises, Béninois, vous devez le comprendre et ne pas tomber dans le piège de Talon. Talon est un menteur, c'est un imposteur, c'est un ennemi de l'Afrique. Si Talon avait une once de panafricanisme, il comprendrait l'importance pour un pays meurtri pendant des siècles comme le Niger de pouvoir enfin se développer. Talon, par amour pour le peuple africain,
ne ferait pas de chantage sur le pétrole nigérien, dont il sait très bien qu'avec le nouveau gouvernement, ce pétrole a de meilleures chances de servir tout le peuple nigérien qu'il n'en a eu avant. Si Talon aimait l'Afrique, il donnerait les garanties de la non-participation du Bénin à l'offensive militaire contre l'AES. Il s'assurerait du bon fonctionnement de ce formidable projet du pipeline. Koulele Semekodji. Mais Talon n'est pas là pour nous. Nous, Béninoises, Béninois, mes frères et sœurs. Il n'est pas là pour nous, Nigériennes, Nigériens. Il ne nous aime pas. Il s'aime, lui. Il aime ses maîtres et il aime son argent, qu'il n'a eu de cesse d'accumuler depuis qu'il est aux affaires, avec ses amis. Il faut que vous vous rendiez à l'évidence. Ce qui nous permet d'aller donc à la conclusion de cette affaire, puisque nous savons maintenant que Talon joue dans le grand échiquier international le rôle de déstabilisateur ouest-africain qui lui a été attribué par ses maîtres néocolons français, par les impérialistes occidentaux et moyen-orientaux, qui sont à l'origine de la déstabilisation de l'Afrique, notamment depuis la grande destruction de la Libye en 2011 par l'OTAN en association avec Al-Qaïda et l'État islamique. D'accord? Une fois que c'est clair, mais nous pouvons conclure. Quelle solution face à cette situation? Écoutez-moi bien, je donne mes solutions. Car je ne suis pas de ces intellectuels politiques qui se contentent de dénoncer, de décrier, de juger, de condamner. Je suis toujours abonné dans mes conclusions à proposer des solutions. La première solution est la suivante. Nous devons exhorter les peuples béninois et nigériens à resserrer les liens. J'appelle les sociétés civiles béninoises et nigériennes à continuer à prendre des initiatives pour montrer que nous, les peuples africains, nous n'accepterons plus d'être instrumentalisés par un dirigeant asservi à des intérêts étrangers. J'appelle à l'union des peuples africains en général et des peuples africains du Bénin et du Niger contre l'imposteur Talon. Ça, c'est le premier point. Cette union doit se manifester dans les médias. Elle doit se manifester dans les réseaux sociaux. Nous, Béninois, Béninoises, qui avons bien compris à quoi joue Talon, qui a chassé notre armée du palais présidentiel, notre armée du Bénin, pour se faire protéger par des soldats rwandais. Nous ne devons pas participer à la propagande de Talon contre nos frères qui luttent courageusement au Niger, contre les terroristes qui ont été implantés en Afrique par l'OTAN. Donc, commençons par faire preuve d'une solidarité dans le terrain médiatique et communicationnel. Une solidarité à toute épreuve. Ne nous laissons pas tromper. N'entrons pas dans les querelles de rivalité nationale. Les frontières ont été tracées par les colons. Je vous en prie. Qu'aucune goutte de sang béninois ne coule parce qu'un béninois est béninois. Qu'aucune goutte de sang nigérien ne coule parce qu'un nigérien est nigérien. Ni au Bénin, ni au Niger. Donnons une leçon aux impérialistes et aux néocolonialistes occidentaux. Donnons-leur une leçon de maturité. Nous, peuple. Et c'est notre rôle, nous, société civile, de veiller à éduquer le peuple, à maintenir le peuple en vigilance. Nous avons un ennemi. C'est tout dictateur africain qui ne respecte pas nos peuples. Il est notre ennemi à nous tous. Nous, Africaines, Africains, quelles que soient les nationalités dans lesquelles nous nous situons. Et nos ennemis, ce sont les négriers, les terroristes négriers, les terroristes colonialistes, les terroristes néocolonialistes, les terroristes impérialistes et tous leurs agents locaux. Voilà les ennemis de l'Afrique. Et ils doivent être combattus tous en tant que tels. Par nous tous. Par tous les moyens légaux et légitimes. Ça, c'est le premier point. L'union des peuples. Écoutez-moi bien. Et que ça se voit sur les réseaux sociaux, sur les commentaires que vous faites. Ne vous laissez pas embobiner par Talon. Il n'y a pas un problème entre le peuple béninois et le peuple nigérien. Il y a un problème entre l'élite corrompue qui tient le Bénin maintenant en otage et le peuple africain. Nous avons une oligarchie corrompue. Elle est incarnée par la CEDEAO en Afrique de l'Ouest. Cette oligarchie corrompue est incarnée par la CEMAC en Afrique centrale, la CEAC, toutes ces organisations. Elle est même incarnée par l'Union africaine dans sa plus grande partie. Une oligarchie accroupie sous les intérêts de l'Occident, accroupie sous les intérêts du Moyen-Orient et sous ses intérêts narcissiques. Voilà le problème que nous, les peuples africains, nous avons.
C'est un problème clairement de libération. Alors, deuxième élément important. Le Niger a précisé que si les tracasseries qu'il subit au Bénin continuent, il ferme le robinet de Koulélé. C'est-à-dire que le brut ne va plus passer à travers le Bénin. Donc, le Niger est obligé, en attendant la clarification de la situation béninoise, d'envisager déjà des voies alternatives pour écouler son pétrole. Parce que le Niger est riche. Si Talon ne veut pas que le Bénin bénéficie de la manne pétrolière nigérienne, il appartient au Niger et à ses partenaires de travailler déjà sur un pipeline à travers le Togo, un pipeline à travers le Cameroun, un pipeline peut-être même à travers le Nigeria. Bref, il faut travailler à des solutions alternatives. Ce serait même intéressant d'envisager un pipeline qui va passer à travers le Mali, la Guinée, le port de Conakry, et on livre. Donc, cette situation oblige le Niger à envisager un investissement pour des voies de sortie parallèles de son pétrole brut. N'est-ce pas? Incontestablement. Donc, pour moi, c'est la deuxième solution. Le Niger n'a pas le choix. Puisqu'à la tête du Bénin, il y a quelqu'un qui ne veut pas que le pétrole soit écoulé, tant que cette personne sera à la tête du Bénin, mais il faut, entre-temps, trouver une solution pour écouler autrement le pétrole. Donc, en fait, il ne s'agit pas de démanteler le pipeline, mais d'attendre qu'un dirigeant véritablement panafricaniste et révolutionnaire soit à la tête du Bénin. Un dirigeant de la trempe de Kémy Séba. Qu'il soit, par exemple, à la tête du Bénin. Et alors là, peut-être que l'espoir sera de retour et les affaires pourront prospérer. En attendant, il faut explorer la voie camerounaise, explorer la voie nigériane, explorer une fois de plus la voie togolaise et pourquoi pas envisager d'explorer le passage par le territoire malien, puis le territoire guinéen. Oui, on n'a pas le choix. Quand on est un État qui n'a pas directement accès à la mer, il faut diversifier les solutions. Il peut même y avoir peut-être aussi à explorer la voie de sortie par l'Algérie. S'il y a une possibilité de sortir par l'Algérie côté nord, eh bien le Niger maintenant est dans l'obligation d'y réfléchir. Troisième élément, extrêmement important. Mais écoutez, M. Talon a décidé d'installer des éléments hostiles contre le Niger. J'ai toujours dit que l'Alliance des États du Sahel ne peut pas être éternellement sur la défensive. À partir du moment où vous avez des preuves flagrantes que quelqu'un utilise son territoire comme base arrière pour des groupes terroristes contre vous et qu'il le fait exprès, mais cette personne est un agresseur. Je recommence. Un régime qui utilise son territoire comme base arrière pour vous attaquer est un régime agresseur. Un régime qui héberge volontiers des groupes armés terroristes sur son sol, en sachant que ceux-ci vont vous attaquer. Un peu comme Alassane Dramane Ouattara fait avec le Burkina Faso. Comme l'Algérie fait avec le Mali. Comme la Mauritanie fait avec le Mali. Comme la Côte d'Ivoire fait avec le Mali. Héberger des agresseurs exprès sur son sol. Mais à un moment donné, vous êtes obligé de constater que un certain nombre de pays de la CEDEAO, c'est le cas de la Côte d'Ivoire de Ouattara Dramane, c'est le cas du Bénin sous la responsabilité, sont en train de prendre la responsabilité d'agresser. Et donc la question du statut des régimes qui agressent les pays de l'AES doit se poser. Mais ces régimes-là, pourquoi ils agressent les pays de l'AES? Tout le monde sait pourquoi, non? Alassane Ouattara veut faire tomber le régime d'Ibrahim Traoré à Ouagadougou. Oui ou non? Ah, tu veux me faire tomber? Bon, si tu veux me faire tomber, j'essaie de te rendre le procédé, oui ou non? Si moi je suis au pouvoir, je sais que tu veux me faire tomber, mais je vais chercher à te faire tomber, oui ou non? C'est logique ou c'est pas logique? Bon, je suis assis à Niamey, je vois que tu ne fais qu'animer des groupes pour essayer de me faire tomber. Bon, je vais chercher à te faire tomber. Je vous pose la question, hein. Est-ce que c'est pas logique? Quelqu'un qui cherche à faire tomber le régime à Niamey, pourquoi le régime de Niamey ne va pas chercher à le faire tomber? Je suis assis chez moi. Tu ne fais qu'accueillir des forces armées étrangères, des puissances impérialistes qui organisent des attaques contre moi. Mais à un moment donné, tu es un agresseur. Il s'agit bien d'une belligérance, là. Tu es en train de m'agresser, là.
Et à un moment donné, l'Alliance des États du Sahel ne va pas constamment être sur la défensive. Je vous invite à constater cela. Patrice Talon ne va pas continuer à utiliser le territoire béninois comme base arrière pour attaquer le Niger. Ça ne va pas durer. Parce que Patrice Talon n'a pas la capacité de vaincre militairement l'armée nigérienne. Le régime Talon ne peut pas battre militairement l'armée nigérienne. Donc, ces pays-là qui servent de base arrière pour attaquer sont des pays où il y a une double légitimité de leur répondre. D'abord, la légitimité populaire. Il appartient au peuple béninois, mais de se débarrasser de Talon. Aux forces vives du Bénin de se débarrasser de Talon. Parce qu'il est en train d'entraîner le Bénin dans une guerre dont le Bénin n'a point besoin. Vous avez un dirigeant qui vous entraîne dans une guerre dont vous n'avez pas besoin. Qu'est-ce que vous devez faire? Ben, il faut le dégager. Ouattara Draman passe son temps à utiliser la Côte d'Ivoire comme base arrière pour attaquer le Burkina. Mais à un moment donné, le peuple ivoirien a une seule responsabilité, c'est dégager Ouattara. Parce que Ouattara est en train de l'amener dans une guerre dont il n'a pas besoin envers son peuple frère du Burkina. Vous êtes là, vous utilisez vos territoires pour attaquer le pays des gens. Mais pourquoi les gens vont passer le temps à se défendre? Oh, rentrez chez vous, on est fatigué. Non, pardon, n'entrez pas chez nous. Et à un moment donné, on dit, bon, ok, on vous poursuit jusque dans vos bases arrière. À un moment donné, il va falloir les poursuivre jusque dans leur base arrière pour que cette affaire-là finisse. Donc, ma troisième idée est très simple. La révolution béninoise, la révolution ivoirienne, la révolution mauritanienne, partout où il y a des bases arrières pour attaquer des pays innocents, les révolutionnaires de ces pays doivent considérer que c'est leur responsabilité d'agir. Voilà la vérité. Et pour ma part, j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Et que ces individus néocolonisés qui sont à la tête de la CEDEAO vont comprendre que les temps ont changé. Et que le rapport de force sur le terrain sahélien ne sera jamais plus en leur faveur. La CEDEAO ne reprendra jamais plus la main en Afrique de l'Ouest. Écrivez ça. Donc ceux qui comptent sur la CEDEAO comme rampe de lancement pour agresser et vaincre militairement l'Alliance des États du Sahel se mettent la main dans l'œil jusqu'à l'épaule. Ils se mettent le doigt dans l'œil jusqu'à l'épaule. Ceux qui croient que la CEDEAO est en capacité de vaincre militairement l'AES qui est en montée de puissance. D'ailleurs, il y a des pays de la CEDEAO qui sont en train progressivement de rejoindre, même militairement, l'AES. Les derniers exercices militaires conjoints entre le Mali, le Burkina, le Niger, le Tchad et le Togo, il y a un message qui est venu là. C'est que l'implosion de la CEDEAO, dont la conférence des chefs d'État se réunit le 7 juillet prochain, l'implosion totale de la CEDEAO n'est plus loin. Parce que même à l'intérieur de cette CEDEAO, plusieurs sont fatigués de servir de cheval de Troie, de chevaux de Troie contre le peuple africain. Ils sont fatigués. Ils ont trop servi à ça. Ils sont fatigués. D'autant plus que l'argent qu'ils ont volé dans les pays de la CEDEAO pour le cacher dans les paradis fiscaux occidentaux, ils savent que c'est perdu. C'est arraché. C'est fini. Ils ne vont jamais retrouver cet argent. Les dictateurs africains sont très aigris. Hein. Vous les voyez là, ils ne parlent pas trop, mais ils sont en colère. Hein. Parce qu'ils ont volé l'argent de l'Afrique, en Afrique centrale, au Cameroun, au Gabon, en Guinée équatoriale, au Congo. On a tellement volé l'argent des Africains. Mais tout cet argent a été mis où? En Suisse, dans les paradis fiscaux, les îles Bahamas. On a amené partout là-bas, c'est en train d'être volé. Je vous ai toujours dit que les dictateurs africains sont des voleurs volés. Et beaucoup d'entre eux sont en colère, mais une colère rentrée, ils ne peuvent pas s'exprimer clairement. En Afrique de l'Ouest, là, beaucoup de dictateurs sont des voleurs volés. Et ils sont fatigués de ça. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont ramassé des centaines de milliards. Ils les ont cachés en Europe. Les banquiers européens ont arraché. Ils les ont cachés dans les paradis fiscaux de l'océan Atlantique, des Caraïbes. Les Européens ont arraché, les Occidentaux ont arraché. Ils ont caché ça aux États-Unis, les Américains ont arraché. D'autres sont allés cacher des capitaux au proche Moyen-Orient. Les mêmes gens de l'OTAN ont mis la main dessus. Les gars disent, c'est bon. On est fatigué de ça. Je vous dis, même les dictateurs africains commencent à dire maintenant c'est bon. On est fatigué d'eux. Parce qu'ils ont compris qu'en fait, ça ne sert à rien de voler l'argent de l'Afrique pour le garder ailleurs. On va arracher.
toi et ta famille, vous qui êtes en train de voler l'argent au Cameroun, là, et de le cacher en Europe, en Amérique, en Asie, ça ne va pas vous profiter. Les gens là vont arracher ça. Tout le monde a vu comment l'argent des Russes est arraché, non? Si on peut arracher l'argent de la Russie, c'est l'argent d'un petit dictateur du Cameroun, du Gabon, de Guinée équatoriale, du Togo, hein, du Tchad, etc. C'est ça qu'on ne peut pas arracher. On arrache ça, terminé. Vous n'avez pas vu, on a arraché l'argent de la Russie. Qui peut dire là dehors que je suis président de tel pays, j'ai volé l'argent du Congo, la Guinée équatoriale, du Cameroun, j'ai gardé ça à tel endroit, mes enfants vont récupérer. Tes enfants ne vont rien récupérer. Les Occidentaux, quand ils savent que tu es un grand voleur, ils te volent grandement. Parce que depuis 600 ans, ils ont construit leur puissance sur le vol et le pillage de la terre. Ce sont les plus grands voleurs politiques de l'histoire de l'humanité. Les puissances de l'OTAN. Donc quand tu prends tes billes et tu les mets dans leurs mains, et tu leur as donné. Non, les dictateurs africains que vous voyez là sont dans une vraie crise identitaire. Ils essayent maintenant d'aller vers l'Asie. Maintenant, on parle même d'ouverture de banques russes. J'imagine que certains vont essayer de garder leur argent en roubles russes. Tellement c'est chaud sur eux. Où cacher l'argent volé? Où cacher l'argent volé? Vous comprenez pourquoi dans mon pays natal, au Cameroun, il y a des maisons qui sont devenues des banques. Les gars ont du cash à un niveau inhumain. Tu peux trouver dans les maisons de certains de ces ministres voleurs du régime Biya. Tu trouves des milliards. Des milliards. Parce que les gars ne peuvent... Tu sors avec, on arrache. Ça ne sert à rien. Vous comprenez? Une crise systémique, une crise structurelle est en train de frapper tout le système France-africain. Les dinosaures même de la France-Afrique sont fatigués de la France-Afrique. Parce qu'ils ont volé dedans et ils se rendent compte qu'ils ne vont pas en profiter. Vous comprenez? Voilà la situation. Mes chers amis, et voilà pourquoi je tenais à m'exprimer sur le conflit bénino-nigérien. J'appelle les peuples nigériens et béninois à la solidarité totale. L'ennemi, c'est le néocolonisé Talon. Il n'est pas au service du Bénin. S'il était au service du Bénin, il aurait confiance en l'armée béninoise. Il n'a pas confiance en l'armée béninoise. Il est protégé par des militaires étrangers. Il ne veut pas donner au Niger les garanties nécessaires pour l'ouverture de la frontière. Toutes les initiatives pour l'aider à donner ces garanties, Talon sabote les initiatives. Il fait semblant de vouloir la paix, il ne veut pas la paix. Talon est l'un des serviteurs de la formule qu'on a trouvée dans la villa occupée par l'Union européenne à Niamey. La paix, on peut l'éviter. Talon cherche systématiquement à éviter la paix. Il faut maintenir l'AES sous pression. Il faut empêcher que l'AES ait des intrants financiers importants. Il faut continuer d'organiser le plan de sabotage du projet souverainiste et panafricaniste de l'AES. Et ils y travaillent. Voilà pourquoi le 7 juillet prochain, tous ces gens-là se réunissent pour déterminer une stratégie de déstabilisation. Et ils seront, bien sûr, comme le dit le président Laurent Gbagbo, pistonnés par leur patron. Les néocolons français, les impérialistes occidentaux seront derrière. Ils seront derrière comme ça, les micros de la CEDEAO le 7 juillet 2024, pour leur dire ce qu'ils doivent dire. Suivez leur déclaration. Avant la réunion la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, les dirigeants impérialistes occidentaux auront déjà donné toutes les positions. Toutes les conclusions de la réunion seront publiées dans leurs journaux, avant la réunion des valets africains. C'est triste. Hein? C'est vraiment triste. Et c'est cela que je voulais vraiment dénoncer ce soir. Je vous remercie.